Salut YouTube, comment allez-vous aujourd'hui? L'être humain a toujours été relativement social, même à ses débuts, où le fait d'être entouré de plusieurs individus était synonyme de survie. Par la suite, il a réussi à dépasser ce stade primaire et à fonder les premières sociétés. Avant de commencer, sachez qu'on ne va pas développer le point des premières cités, tout simplement parce que c'est quand même assez important comme morceau. Aujourd'hui, on va plus l'évoquer qu'autre chose, on va pas du tout rentrer dans les détails. Peut-être dans une prochaine vidéo, on verra ça par la suite. Donc, pour bien remettre les choses dans son contexte, il nous faut revenir aux sources, c'est-à-dire au néolithique. Comme vous le savez déjà, cette période fut grandement marquée par d'importantes mutations techniques et sociales, généralement causées par les premiers groupes humains qui ont fondé l'élevage et l'agriculture. Ce modèle de subsistance, il implique plusieurs choses. Déjà, une sédentarisation progressive, c'est-à-dire le fait d'habiter un endroit en continu. Ensuite, qui dit habitation permanente, dit forcément construction beaucoup plus durable, beaucoup plus solide, mais aussi des inventions un peu plus intéressantes comme l'irrigation, l'écriture et bien évidemment la spécialisation du travail. Car oui, si auparavant avec les premiers groupes de chasseurs-cueilleurs cette notion de travail consistait simplement à établir une survie, et bien par la suite avec la révolution néolithique, ce principe primaire a totalement changé. Le premier événement marquant fut cette transition des chasseurs-cueilleurs vers des communautés d'agriculteurs. Bien évidemment, ça ne s'est pas passé en un jour, pas du tout, ça s'est fait en plusieurs milliers d'années, des dizaines de milliers d'années, ce qui veut dire que ces groupes de personnes connaissaient déjà leur environnement. Ils savaient favoriser le développement de certaines espèces animales et végétales avec l'utilisation du feu, par exemple pour créer des prairies pour les gros herbivores ou encore pour contrôler le développement de certaines plantes et même pour détruire le sous-bois. Pourquoi? Pour favoriser, pour faciliter la chasse. Et si l'on vient ajouter à cela le facteur temps, qui se compte en plusieurs milliers d'années, on comprend très vite que ce passage à l'agriculture fut très lent et nourri par l'accumulation de connaissances sur les cycles biologiques des animaux et aussi des végétaux. Ce qui est assez fou, c'est que les données archéologiques nous indiquent que ce phénomène s'est passé à divers endroits du globe et de façon totalement indépendante. On dénombre alors plusieurs foyers où s'est produite cette mutation, au Mexique central, dans le nord de l'Amérique du Sud, dans l'Est américain et même en Nouvelle-Guinée. Mais le plus ancien d'entre tous, qui s'avère être aussi le plus central, est celui du croissant fertile, où la pratique remonterait à plus de 11 000 ans avant notre ère. Mais bien qu'il désigne une région non officielle du Proche-Orient, eh bien c'est avant tout une notion bioclimatique. Dans cette région précise, où les céréales sauvages sont nombreuses, eh bien l'indice pluviométrique est supérieur à 200 mm par an, ce qui favorise une agriculture sèche notamment. On y trouve aussi une topographie assez intéressante, avec des altitudes différentes, des sols différents, ce qui facilite bien évidemment le développement de certaines plantes comestibles. Et pour cette culture-là, les êtres humains vont être grandement aidés. Et c'est ainsi qu'on entre dans le second événement marquant de la révolution néolithique, je parle de la domestication animale. Vers 9000 avant Jésus-Christ, l'homme débute l'élevage des chèvres, des moutons et même des bovins, mais ce ne sont en rien les premiers animaux domestiqués, puisque le chien les précède de plusieurs milliers d'années. Comme quoi, cette phrase qui dit que le chien est le meilleur ami de l'homme, eh bien elle est vraie depuis plus de 40 000 ans. Au-delà de tout l'aspect quantitatif en termes de ressources qu'offre la domestication, il ne faut pas oublier le principe de domestication. Alors ça a l'air très compliqué, mais rassurez-vous, ça ne l'est pas du tout. En gros, à force de travailler avec diverses espèces animales, les agriculteurs de l'époque se rendirent vite compte de celles qui donnaient les meilleurs résultats, et c'est la même chose pour les végétaux. On choisit le meilleur pour donner le meilleur. Il faut aussi noter, comme le dit le biologiste Jared Diamond, que très peu de plantes à l'époque ont été domestiquées. Pourquoi? Eh bien simplement parce que très peu de plantes pouvaient être domestiquées. Pour ça, il fallait qu'elles aient un cycle annuel et qu'elles demandent très peu de mutations en vue d'avoir une plante avantageuse. Parce que oui, faut pas oublier une chose, c'est que les personnes de l'époque, bien qu'ils étaient assez calés dans le domaine, eh bien ce n'étaient pas non plus des biologistes, des chimistes. Ils faisaient des greffes bien évidemment, mais par contre, il fallait que ce soit le plus avantageux possible pour eux aussi. Il fallait pas qu'ils perdent trop de temps. Nos ancêtres ont alors retenu le riz, l'orge, le blé, le maïs et le sorgho afin d'assurer une meilleure subsistance. Généralement, il était coutume de domestiquer simultanément une céréale riche en glucides et une légumineuse riche en protéines afin de varier l'alimentation d'un foyer. Bien évidemment, d'autres variétés comme le lin ou le chanvre étaient filées pour les vêtements sans qu'on ait pour autant de preuves de leur culture. Pour résumer, l'agriculture a poussé les premiers humains à devenir de plus en plus sédentaires, a poussé les premiers chasseurs-cueilleurs à devenir des agriculteurs. Puis pour faciliter le travail mais pour aussi donner un meilleur rendement, ils ont commencé à domestiquer les animaux, ce qui leur a permis par la même occasion d'obtenir du cuir, de la laine, du lait et bien d'autres choses. Au-delà d'un meilleur rendement, il y a eu aussi une plus grosse évolution cognitive et sociale à ce moment-là, c'est-à-dire que les hommes ont commencé à avoir un langage beaucoup plus marqué,
Le langage donc est devenu un poil plus évolué et les premiers outils ont poussé les êtres humains à aller s'installer vers des cours d'eau pour avoir un sol beaucoup plus meuble, beaucoup plus facile à travailler. Parce que oui, qui dit premiers outils, dit outils rudimentaires. C'est pour cette raison que les premiers villages qu'on a découverts ont été situés près de points d'eau pour irriguer les cultures, pour faciliter tout le travail puisque la terre était assez meuble et bien évidemment, c'était une source d'eau potable pour tout le village. Bien évidemment, la confection de clôtures et de greniers deviendront de plus en plus normaux et l'instauration du travail, des tâches en l'occurrence, va devenir assez légion. Tout le monde aura son rôle à jouer pour le bien de la communauté. Vous l'avez compris, à ce moment-là, on cherche à faire évoluer son moyen de subsistance. La chasse reste bien évidemment utile, mais elle sert cette fois-ci à équilibrer une alimentation assez nouvelle, et même si ce n'est pas pareil partout, cette nouvelle méthode a pour conséquence une meilleure croissance de la population. Effectivement, plus les individus sont sédentaires, moins il y a de besoin de se déplacer, et pour vulgariser le tout, il est donc plus facile de fonder une famille nombreuse. Par contre, cet accroissement du taux de natalité n'a en rien amené une meilleure espérance de vie. Au contraire, c'était là pour contrer le taux de mortalité qui grimpait en flèche, notamment grâce aux maladies de l'époque. Une femme de l'époque passe donc de 4 à 5 enfants à plus de 7, ce qui fait passer la population mondiale de 7 millions d'individus à plus de 200 millions d'individus. C'est énorme. Ce qui est aussi intéressant, c'est que la taille des individus fut aussi impactée, c'est-à-dire qu'on passe pour un homme par exemple d'une taille de 1m78 à plus d'1m60 et pour une femme de 1m68 à plus de 1m55. Alors pourquoi ce changement ? Eh bien simplement à cause du changement de régime alimentaire. Lorsqu'il y a eu cette transition d'un régime de chasseurs-cueilleurs riche en protéines à un régime beaucoup plus végétal et moins riche en fer, eh bien on a commencé à avoir de plus en plus de carences et de maladies notamment. Mais pour revenir à ce développement des premières sociétés, eh bien ce dernier semble avoir conduit à l'instauration de nouvelles méthodes de prise de décision, mais aussi d'organisation gouvernementale. Cette adoption d'une économie de production a pour conséquence un changement au niveau de l'organisation sociale des groupes humains. Par exemple, l'apparition du stockage des aliments et la construction de réserves ont eu pour effet la mise en place d'une classe guerrière afin de protéger les champs et les divers lieux d'entreposage. Ce surplus alimentaire a alors amené une élite sociale qui n'était guère impliquée dans l'agriculture à dominer ces communautés. On peut ainsi dire que la hiérarchisation des premières sociétés est en grande partie due à cette révolution néolithique et donc à l'agriculture. Maintenant, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que cette révolution néolithique n'a pas eu lieu avant si l'agriculture était si prometteuse en termes d'innovation technique et sociale ? Eh bien, c'est simplement dû aux conditions climatiques. Ça n'a été possible qu'après la fin du Pléistocène, c'est-à-dire 9700 ans avant Jésus-Christ, parce que auparavant, eh bien, l'atmosphère était pauvre en CO2. Et oui, c'est tout simplement à cause de ça. Une plante, si vous le savez, eh bien, ça a besoin de soleil, mais aussi de CO2 et d'eau. Et si l'atmosphère, eh bien, ne contient pas ce CO2, le développement de certaines plantes comestibles n'est donc pas forcément possible. Il y a aussi la notion de température qui est importante, puisqu'auparavant, il y a plus de 18 000 ans, elles ont commencé à augmenter pour se stabiliser finalement au fur et à mesure et à permettre un meilleur développement de la flore. Et c'est assez dingue de se faire cette remarque, de se dire que tu as beau avoir tous les éléments, s'ils ne sont pas correctement mis en place, tu ne peux pas obtenir quelque chose et donc les plantes comestibles ne peuvent pas se développer correctement. Et là, c'est sans oublier que les agriculteurs de l'époque ont dû faire diverses greffes, ont dû choisir les meilleurs individus, les meilleurs produits pour obtenir ce qu'on a aujourd'hui. Parce que si vous regardez, amusez-vous à aller regarder par exemple sur Google à quoi ressemblait le maïs à l'époque, franchement, c'est une petite tige comme ça, et aujourd'hui, quand on regarde un maïs, c'est énorme, c'est comme ça. Et ça, c'est dû simplement à l'évolution que l'homme a apportée à ses plantes. Oui, on choisit le meilleur pour obtenir le meilleur. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur la révolution néolithique. Alors dit comme ça semble être très compliqué, mais lorsqu'on se rend compte que c'est uniquement les débuts de l'agriculture, eh bien, c'est très facile. Dans tous les cas, on se revoit très prochainement dans une nouvelle vidéo. Alors d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!